Bonjour à tous, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alice, avec qui nous allons discuter du deuil affectif, ou plus particulièrement de la reconstruction qui fait suite à une rupture amoureuse ou amicale douloureuse. Alice était de ceux qui voyageaient sur l'autoroute de l'amour depuis de nombreuses années, mais la vie étant ce qu'elle est, elle s'est retrouvée coincée au péage des cœurs après 13 années de vie commune. Alice et son partenaire ont emprunté des chemins de vie différents. Comment se remettre d'une expérience aussi riche de partage, de complicité et d'amour ? C'est en partie ce qu'Alice va nous raconter dans cet épisode. Je suis Barbara et vous écoutez Bougie Parfumée. Bon épisode. Alice, bonjour. Comment ça va ? Bonjour Barbara, ça va. Et toi ? Ça va bien, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît ? Alors, je suis Alice, j'ai 32 ans et d'après docdoc.com, je suis un Golden Retriever. Ok, merci. Alors pour commencer, avant toute chose, il n'est pas question de faire un épisode à charge et je sais que ce n'est pas non plus ton ambition, mais je le précise pour nos auditeurs et auditrices. Du coup, est-ce que tu peux retracer brièvement ta relation et les raisons qui ont mené à votre séparation après 13 ans ? Ouais, alors résumer 13 ans en très peu de temps, c'est un sacré exercice là que tu me demandes. Du coup, avec Angelo, on s'est rencontrés au lycée, quand on était en première. Je me souviens tout à fait de la première fois où je suis tombée amoureuse de lui. Ouais. C'était en salle d'SVT. Wow. TP d'SVT, ouais. En train de disséquer une souris. Et en fait, il avait fait du beatbox et un de mes potes, mon meilleur pote de l'époque, en fait, lui avait demandé, il insistait vachement, vas-y, fais du beatbox. Et il en avait fait et j'avoue que ça avait fait son petit effet. Ouais. C'était une autre époque. C'était une autre époque, oui. Après, c'était l'époque de la tectonique, donc tu vois, il était un petit peu déjà à part. Ouais. Mais oui, alors du coup, on se parlait pas. Ouais. On se parlait pas, pourtant on était dans le même club de handball, on faisait tous les deux de la guitare, on avait pas mal de... Et vous étiez dans la même classe du coup ? On était dans la même classe aussi, okay. Ouais. Et en fait, on se parlait pas et un jour, j'avais réussi à choper son numéro via une pote qu'on avait en commun et on s'est écrit pendant 6 mois. Ok. Et un jour, il y avait un festival dans la ville où on a grandi. Ouais. Et là, petite manigance entre amis, j'avais réussi à aller au bar, à m'incruster dans le groupe de potes. Et enfin, une approche, on avait pu se parler au bar. Et là, en fait, on n'a pas arrêté de parler. Trop bien. Et du coup, là, ils sont allés en boîte. Moi, j'avais pas le droit. Parce que j'avais le droit qu'à une sortie par week-end. Voilà. Et puis, en fait, j'ai fait le mur. Et je suis allée les rejoindre en boîte. Ouais. Ok. Et il est sorti de la boîte. Et puis voilà. Il m'a embrassée. Et c'était chouette. Ouais. Donc ça, c'est un peu notre rencontre. Comment ça s'est passé. C'est trop mignon. Ouais. Et puis, en fait, on s'est... je suis déjà un petit peu émotive, là. Ouais. Waouh. C'est monté très vite. J'imagine de se replonger dans de tels souvenirs, c'est toujours un peu chamboulant, j'ai envie de dire. Donc, c'est tout à fait ok si t'es émue pendant cet épisode. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dur. Je pensais pas que ça allait... Ma thérapie n'est pas terminée. Ouais, donc... Oui, après, en fait, on s'est suivis. On a eu notre bac ensemble, notre permis ensemble. À la fac, on s'est suivis. On a eu la même formation. Ouais. En fait, toutes les premières fois, finalement, on les a vécues ensemble. Ouais. Notre premier boulot, notre premier appart, tout ça. On s'est pacsé et puis on a acheté notre premier appart et là on a vécu beaucoup de choses, les premiers voyages ensemble. Toutes les premières fois un peu marquantes, c'est avec lui que je l'ai vécu et
Et en fait, c'est 13 ans où on est ensemble, mais aussi 13 ans où c'est mon meilleur ami. Ouais. Il y a quelque chose de très fort qui s'est lié entre nous. Et puis finalement, la vie d'adulte nous a rattrapés, je pense. Ouais. Et la petite dégringolade, je pense qu'elle a eu lieu il y a 2 ans. Je pense que notre rupture, ça a été un peu... Je sais pas comment dire, c'est une érosion qui a été lente et insidieuse. Ok. Il y a plein de petites choses qui se sont mises dans notre quotidien et on n'y a pas forcément prêté attention. Et lui comme moi, je pense qu'on a du mal à communiquer. Ouais. Alors que c'est quand même le maître mot dans une relation qui va bien. Je pense que j'arrivais peut-être un peu plus à communiquer que lui. Ouais. Mais peut-être que la manière dont j'ai adressé mes demandes, elles n'étaient pas entendues ou incomprises. Ou peut-être trop direct ou abrupt aussi. Alors, je pense qu'il y a eu une phase où j'étais peut-être plus dans la médiation. Ouais. Et après, il y a une phase où, en fait, je pense que moi, le sentiment moi, j'ai senti que je n'étais pas forcément écoutée. Après, voilà, c'est mon ressenti. On n'a pas la version d'Angelo dans cette histoire, mais il y a la colère qui a pris le pas, quoi. Ouais. Donc, après, je pense que ça pouvait être peut-être parfois pour lui un peu compliqué d'être face à ça. Donc, c'était assez insidieux et il y avait des frustrations qu'il exprimait aussi, et notamment sur notre lieu de vie. Donc, de mon point de vue, j'ai cédé à son désir et quand on a acheté notre appartement, c'était plus son choix que le mien. Ouais. Et en fait, quand on a emménagé dans l'appartement, il a été... pour nous deux, c'était... un espèce de trampoline. Ouais. Pour moi, c'était un rebond, en fait. Ça allait rebooster un peu notre couple. Et en fait, ça a été un peu tout le contraire. Pour lui, ça a été en fait un choix... il y a été une déception qui avait été... Je sais pas comment dire. Il a exprimé une telle tristesse, une telle déception. Parce qu'il n'était pas satisfait de l'appart que vous veniez d'acheter, quoi. Non, il avait complètement idéalisé ce lieu. Okay. Et en fait, je pense qu'il s'est retrouvé face à ce que ça peut représenter un achat immobilier, en fait. Ouais. Beaucoup de contraintes, il y a eu une désillusion complète sur cet achat. Ouais. Et en fait, ça a été vraiment, littéralement, quand on pose le premier carton. Et tout de suite, il fallait revendre l'appart. Et c'était très, très dur parce que, en fait, l'achat de cet appartement, ça a été 6 mois. Dans ma tête, c'est vrai que c'est 6 mois, je sais pas, en tout cas, une longue période de discussion là-dessus. Et en fait, d'avoir cédé sur moi mon désir qui était de vivre à la campagne, dans une maison, pour vivre en appartement en ville, c'était déjà un peu dur pour moi, mais... après, on s'était entendus, on s'était dit, voilà, c'est un investissement qu'on fait. Dans quelques années, oui, on ira vivre à la campagne, on ira acheter le Golden Retriever. Pour compléter la panoplie du couple parfait. Ouais. Et donc, ça a été super dur pour moi. Et à ce moment-là, moi, j'ai un peu abandonné. Ouais. J'ai un sentiment d'abandon et je me dis, en fait, je vois pas comment je peux le rendre heureux. Ouais. Et en fait, c'est pas à moi de rendre heureux quelqu'un. Je trouve que c'est un peu une fausse idée qu'on se fait du couple, qu'on est responsable du bonheur de l'autre. Alors qu'en fait, si l'autre n'est pas heureux, on n'est pas... Alors, on peut être en partie responsable du bonheur de l'autre. Ouais. En tout cas, on peut être responsable du malheur de l'autre, ça c'est certain. Aussi, mais toi, en fait, t'es pas bien avec toi-même ouais, c'est vrai. Et que tu n'agis pas pour... travailler sur ton bonheur, en fait, l'autre, il aura beau faire tout et n'importe quoi pour te rendre heureux, ça ne te rendra pas heureux, en fait. Bien sûr. Comme tu dis, tu peux pas être tributaire du bonheur de l'autre, même si, bien sûr, qu'on peut y participer et tout faire, en tout cas, pour que la personne aille mieux. Si la personne ne travaille pas sur le regard qu'elle se porte sur elle-même et sur comment elle se sent et tout, effectivement, au bout d'un moment... je peux comprendre qu'on en arrive à un peu baisser les bras, quoi. Après, j'ai baissé les bras, mais aussi, j'avais un fond dépressif qui a toujours été présent. Ok. Et je pense que ça, pour Angelo, c'était pas facile à gérer. Ouais. Parce que je pouvais être dure dans ces cas-là. Ouais.
Ça, j'en ai conscience. Okay. Enfin, en tout cas, c'est la perception que j'ai de moi-même par rapport à ça. Peut-être qu'Angelo, il l'a pas vécu de la même manière, mais en tout cas, ouais. Désolée, c'est encore l'émotion. Ouais. À un moment donné, vous allez entendre un torrent couler. Ce n'est pas un petit son d'ambiance. Pas du tout, c'est juste moi qui pleure. J'aurais dû prévoir une boîte de mouchoirs à côté. J'avoue, c'est bougies parfumées et mouchoirs. Et Kleenex, tu vas pouvoir renommer ton podcast. Voilà, on fait des petites doses de rire pour que les larmes retournent là où elles... Tu sais que j'ai une technique que j'ai découverte il y a très peu de temps. Quand j'ai envie de pleurer, dans ma tête, je me dis je pleure. Et du coup, l'envie de pleurer passe. D'accord. Je sais même pas d'où ça m'est venu, mais bon, bref, en tout cas. C'est un bon tip. Écoute, je testerai. Et je vais tester en direct là. Des séries émouffantes et tout. Et je dis putain, j'en ai marre de tout le temps pleurer devant la télé. Je pleure. Et hop, ça passe. Ok, bon, écoute, pendant l'épisode, je vais essayer de me dire ça et puis on va voir si ça marche. Mais après, moi, je suis un peu une chialeuse. Hein, donc, moi aussi, de base. D'où la technique. Ok, bon, écoute, je vais tenter ça pendant l'épisode. Du coup, j'ai un fond dépressif qui, je pense, n'était pas facile à vivre, sachant que j'ai eu des périodes dépressives assez fortes. Ouais. Et on n'est pas là pour parler de ça, mais donc, un peu difficile à gérer. Et du coup, j'ai eu un épisode personnel qui n'a pas été facile peu de temps après l'emménagement. Ouais. En fait, je suis tombée enceinte sans le savoir et j'ai perdu... j'ai fait une fausse couche. Okay. Et quand je m'en suis rendu compte, ça a été un peu violent pour moi parce que on parlait pas de projet d'enfant avec Angelo parce que nos vies professionnelles ne le permettaient pas et c'était pas une question. Ouais. Et je pense qu'indirectement, moi, ça m'a vraiment flinguée. Ouais. Et j'arrivais pas à en parler. C'était très dur pour moi. Je pense que j'avais besoin de faire le deuil de ce truc. J'avais besoin de digérer ce qui venait de m'arriver. J'avais du mal à le conscientiser. Comme j'en parlais à personne. J'ai mis du temps. Mais c'est fou que tu te sois pas senti à l'aise de lui en parler et que tu te sois renfermé sur toi-même, sur quelque chose d'aussi, j'imagine, d'hyper dur à vivre, en fait, tu vois, c'est quand même... En fait, oui, c'est vrai que ça peut être un peu paradoxal, vu que j'ai dit que c'était mon meilleur ami et que souvent on disait, voilà. En fait, tout à l'heure, je disais que nos vies d'adultes nous ont rattrapés. En fait, nos boulots étaient très prenants. Lui, il a un boulot où il se déplace toute la semaine. Ouais. Et le week-end, il rentre, il est fatigué. Il n'a pas envie de bouger. Il a envie... il fait sa vie. Moi, la semaine, je suis aussi en déplacement, mais je suis en télétravail. Donc, je suis seule chez moi. Et en fait, la communication, elle avait un peu du mal à passer entre nous. Quand on s'appelait, parfois pris par le boulot. Donc, pas tout à fait concentré sur ce que dit l'autre. Ouais. Et le week-end, moi, j'avais un peu envie d'avoir une vie sociale, donc un peu moins présente. Et puis, lui, il avait ses activités à côté. Donc, je pense que la parole, elle venait pas facilement. Et en tout cas, moi, je me sentais pas d'aborder un sujet comme ça entre deux portes. C'était très difficile pour moi. Je le sentais pas... je sais pas comment dire, je le sentais pas toujours là à l'écoute. Donc, j'avais vraiment du mal... Et puis, je pense que j'avais aussi besoin de digérer le truc, en fait, avant d'en parler. Ouais. Donc, voilà. Donc, il y avait un petit fond de dépression et qui n'était pas, je pense, facile pour lui à gérer et qui ne comprenait pas forcément aussi, je pense aussi. Ouais. Parce que moi-même, je ne le comprenais pas. Donc, il y a eu une forme d'éloignement un peu naturel, de petites gouttes après petites gouttes de non-communication qui ont mené à l'inévitable. Ouais, alors, du coup, c'est vrai que je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais je pense que Angelo n'allait pas bien. Ça n'allait pas entre nous deux. Et il a rencontré quelqu'un chez qui, je pense, ça a fait écho. Il y a deux âmes qui se sont rencontrées et en fait, là, ce que je regrette un peu dans cette rencontre, c'est qu'il ne se soit pas questionné sur notre couple, sur pourquoi ça ne va pas avec Alice. Est-ce qu'on peut travailler sur ce qui ne va pas
est-ce qu'on peut essayer d'arranger les choses ou en tout cas de se quitter bien. Ouais. En fait, il m'a quitté un jour de Pâques. C'était un peu dur pour moi. Parce que Pâques te tient à cœur. C'est une fête qui pour moi est très joyeuse et du coup, c'est vrai que c'est un peu dur. Ouais. Je rentrais d'un week-end chez des amis et puis il m'a annoncé. Alors il y a eu ça s'est pas fait étapes, comme ça en soi. Il y a eu des étapes, mais il y a vraiment pas eu de discussion. C'est pour ça que ça a été un peu violent pour moi parce que après 13 ans en fait, je crois que j'avais cette attente d'avoir des discussions qu'on débatte de ça et en fait non, il m'a quittée. Alors pas pour cette raison au début. Ouais. La raison elle est venue plus tard. Et là, ça a été très douloureux. Enfin, la première fois, ça a été Hiroshima dans mon cœur. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Ça a été hyper violent. Ouais. Et là, un mois après, il a fini par dire la raison pour laquelle il me quittait. Et là, ça a été encore plus violent. Donc pour cette autre personne, quoi. Pour cette autre personne, oui. Ouais, tu sais que ça m'est arrivé de me faire quitter pour une autre. Pas du tout au bout de 13 ans, c'était au bout de 13 jours. Oh, waouh. Enfin, 13 jours, c'est plus pour l'image. Et en fait, c'était à une période où moi, j'étais très, très fragile psychologiquement. Et j'avais un besoin absolu de trouver l'être aimé, tu vois. Et à force j'enchaînais les relations mornées, comme je les appelais, tu vois. Et lui, en fait, il est arrivé dans ma vie. C'était un mec plein de vie, hyper drôle, hyper confiant. Enfin, tout ce que je rêvais d'être, en fait. Donc, je me suis accrochée à lui comme une moule à son rocher, tu vois. Et ouais, tout de suite, j'ai été pétrie de plein d'espoir et de machin. Enfin, bref. Ça a vite matché de dingue et tout. Enfin, bref, en tout cas, moi, j'y croyais à fond. S'en vient un jour où on discute, il me parle de son ex qui était selon ses termes folle parce que c'était une nana qui avait subi des abus et qui du coup était devenue complètement fucked up et tout. Et moi j'ai trouvé ça assez dur qu'il dise ça d'une personne qui a vécu des choses qu'elle n'a pas souhaité, tu vois. Et je lui dis tu vois, moi j'ai aussi vécu des abus et pourtant je suis pas folle, quoi. Donc parce qu'il y avait un truc un peu définitif dans sa façon de parler de si t'as vécu des abus, t'es une tarée, quoi. Oh, ok. Enfin, c'était pas dit comme ça, mais j'ai l'impression que c'était un peu ça, tu vois. Ou en tout cas que ça te bousille et donc du coup, voilà. Ah c'est sûr que ça bousille. Oui, ça te bousille, mais bon, tu peux en revenir et voilà. Et peut-être que lui, il avait un comportement qui la rendait folle, en fait, cette fille. Enfin, folle, encore une fois, je déteste ce terme, mais on se comprend. Et bref, je lui dis ça et ah ouais, ok, j'ignorais, blablabla. Enfin bon, voilà. Et en fait, je sais pas, 3 jours après ça ou 4 jours, enfin bref, peu importe, peu de temps après ça, on devait se revoir et je lui dis c'est toujours bon pour demain et tout. Et lui me dit un truc. Alors je précise aussi que à ce moment-là, moi je commençais à peine une thérapie par rapport à ces abus-là, etc. J'étais pas du tout à l'aise avec le fait de parler de ça. Tu vois, j'en avais déjà parlé avec des personnes qui avaient partagé ma vie, etc. Des ex, quoi, en d'autres termes. Mais bon, je le disais pas non plus à qui veut l'entendre, quoi, tu vois. Et bref, quelques jours après ça, je lui dis c'est toujours bon pour demain, machin. Il m'envoie un vieux message de merde où il me dit écoute, non, finalement je suis un peu désolé, mais hier j'ai rencontré une meuf et finalement je l'ai choisie elle. Wow. Donc voilà. Et mais ça m'a terrassée. En fait, je pense pas que tu vois la durée de la relation. Alors ah mais non, mais vraiment, mais enfin tu vois, c'est ce truc d'être. Pour moi, qu'elle soit longue ou courte, en fait, ça peut être un impact mais c'était terrible. En plus, moi, ça venait toucher à d'autres trucs beaucoup plus profonds qui remontent à l'enfance. Où tu vois, j'ai entendu mon père un jour, au moment où mes parents se séparaient, qu'en gros, il voulait partir avec ma sœur, okay. Que ma sœur que j'admirais de fou et tout. Après, bon,
j'ai su par la suite l'autre pan de la conversation. Mais moi, c'est ça qui est resté imprimé dans mon cerveau d'enfant, que mon père veut partir avec ma sœur et pas moi. Alors que mon père, c'était mon tout, quoi, tu vois. Et donc ça aussi, je me suis vachement développée avec le truc de je ne suis pas celle qui est choisie. Donc quand le mec, il me fait ça, en plus, après que je lui ai dit que j'ai vécu des abus, mais laisse tomber, quoi. Moi, j'étais à ramasser à la petite cuillère. Ça m'a pris 6 mois à me remettre de ce truc-là, alors que c'était une relation de 15 jours, quoi, tu vois. Et vraiment, je sais même pas, en fait. Je crois que c'était la première fois que j'accueillais vraiment le deuil, en fait. Parce que je me disais, là, vraiment, je souffre trop. Donc, je vais laisser venir, tu vois. Je vais pas mettre le truc de côté en me disant ouais, enfin tu vois, comme j'ai l'habitude de faire, parce que aussi si on parle de tout ça, c'est parce que en général c'est souvent moi qui partais de mes relations. Je suis pas trop celle qui est quittée, c'est moi qui quitte. Là en l'occurrence c'était pas la première fois que j'étais quittée, mais on va dire ça m'a vraiment impactée, parce que mes relations mornées, on va dire, ça marche pas et ciao, quoi. Donc ça fait chier, mais bon, là ça m'avait vraiment fait mal. Et donc bref, au bout d'un moment, cette douleur est devenue une force, où je me suis dit, mais en fait faut te nourrir de ce truc et ça va te motiver à faire. Et en fait je me motivais, je me disais ouais, t'es triste, ouais, t'es en colère, vas-y, fais ça, fais ci, fais ça. Et en fait c'est comme ça que j'en suis sortie, quoi. Et aussi parce que je crois que j'étais déjà en thérapie à ce moment-là, ou enfin en tout cas au début de ma thérapie. Donc ça m'a aussi aidée, tu vois. Mais c'était d'une violence inouïe. Donc j'imagine cette parenthèse où je raconte un peu mon histoire, c'est aussi pour revenir à la tienne, de à quel point ça a dû te terrasser, quoi. C'est vrai que les premières sensations, c'est... je comparais Hiroshima dans mon cœur, c'est que c'était vraiment l'effet d'une bombe nucléaire. Ouais. Une douleur que j'avais jamais ressentie. Un espèce de vide complet, comme si mon cœur était éteint. Et en fait, tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut voir au cinéma, qui décrivent la perte d'un amour, toutes les comparaisons, d'avoir un trou dans la poitrine, d'avoir cette sensation, en fait, ça avait du sens pour moi. Ouais. D'un coup, je sais pas comment dire, c'était pour moi une évidence, parce que je l'avais jamais vécu, en fait, ça. Ouais. J'ai eu des petits copains avant, c'était difficile de se faire... des petites déceptions. Voilà, des petites déceptions amoureuses, mais là, c'était pas comparable. Vraiment pas comparable. En fait, je suis vraiment passée par toutes les étapes du deuil, je pense. Ouais. Il y a le choc, il y a l'incompréhension, la négociation, la colère. Il y a toutes ces étapes-là, je les ai vécues. Justement, j'allais te demander ah ouais, quelle était ta définition du deuil d'une relation. Et c'est vrai que je suis d'abord passée par l'incompréhension, le choc, qui a duré quelques jours. Parce que je me dis non, c'est pas possible, on est Angelo et Alice, on peut pas... Angelis ou Aligelo. c'est pas possible. On va en parler, on va travailler, et vraiment j'ai négocié, du coup. J'ai eu cette phase de négociation. Désolée Angelo si tu écoutes ça n'a pas dû être facile à vivre cette phase-là, parce que j'étais pas harcelante, je pense pas, mais c'est vrai que j'ai eu cette phase-là. Ce qui est normal, si tu crois en ton couple, c'est évident que tu vas pas, même si entre guillemets il y a un chaos qui est là, t'essayes quand même de... Si tu crois encore, évidemment que tu baisses pas les bras immédiatement, quoi. Enfin, je pense que c'est de bonne guerre, quoi. Pour moi, la relation amoureuse, quand t'es avec quelqu'un, c'est un peu comme si t'étais sur une île déserte. Tu peux passer ta vie à la découvrir, à l'explorer et à la défendre. Et pour moi, quand tu fais ce choix-là, tu y vas, tu défends. Après, là, il y a eu il y a eu une autre île qui a apporté un autre intérêt. Donc, il a quitté l'île natale. Il a pris son petit radeau et il est parti. Son petit radeau et il est parti. Voilà. Mais pour toi, qu'est-ce que ça a mis en lumière
Tu vois, quand tu revois un peu la relation, qu'est-ce que ça a mis en lumière selon toi dans votre dynamique, tu vois, enfin. Bah, à chaque phase, en fait, j'avais une vision un peu différente de notre relation. Parce que, je sais pas comment dire, quand on est sous le choc, en fait, on a beau recevoir les paroles de nos proches, il y a rien qui rentre. Enfin, tout se réverbère ailleurs. Enfin, après, quand il y a cette phase de colère, on a un petit verre là de haine qui est là. Ouais. Et du coup, il est nourri par certains souvenirs, pas les bons. Ouais, ok. Et du coup, il y a cette colère qui va grandir, où on se dit, alors que c'était des choix à la base, qui étaient voulus par amour, et on se dit, ah, j'ai fait ce sacrifice-là, j'ai fait ce choix-là pour lui, j'ai fait ça, sans compter en fait le reste. Une forme de rancœur qui s'installe. Qui s'installe et... un sentiment d'injustice aussi, j'imagine. Ouais, d'injustice, on me dit, ah, mais j'ai fait ça pour lui, j'ai fait ça pour lui, j'ai fait... Sans compter finalement tous les gestes qu'il a fait pour moi. Bien sûr. Et qui sont peut-être tout autant forts, mais du coup, on a l'impression que c'est nous qui... Enfin, voilà, on s'est sacrifié plus que l'autre. Et ça, c'est un peu dur, un petit peu dur. Ouais, il y a cette colère qui arrive. J'ai vrillé complet. J'ai donné un grand coup dans le mur, il fait un trou. En fait, on ne se rend pas compte. Enfin, moi, je me suis un peu découverte aussi dans ces émotions-là parce que la colère qui m'a habitée, elle a été hyper violente. Ouais. Et j'ai commencé une thérapie au bout de 2 mois. Alors, c'était pas au moment de la colère. C'était plutôt au moment d'une chute assez profonde. Ouais. C'est vrai que je zappe là-dessus direct, mais... Une chute, émotionnelle, tu veux dire ? Ouais, émotionnelle, où vraiment je ressentais un tel vide. Le matin, j'allumais mon ordinateur pour travailler et je pouvais rester des heures bloquée devant l'ordinateur. Plus n'avait aucun sens, plus rien n'avait aucune saveur. Après, j'avais d'autres... comme je dis, j'avais un fond dépressif parce qu'il y a des choses que j'ai mis sous le tapis pendant des années que j'ai pas voulu affronter. Et je pense qu'il y a un tout qui est remonté d'un coup. Ouais. Une douleur qui était latente et qui s'est réveillée. Et parce que là où je dis que c'est pas facile pour Angelo, c'est que j'avais des envies qui me sont arrivées plusieurs fois dans ma vie. Okay. Avec des idées assez noires. Et là, ce jour-là, j'avais juste envie de me faire percuter. Ouais. Oh. Non, mais merci déjà d'être si honnête et transparente sur tout ça. Je pense que ça peut aussi aider des personnes qui traversent ça ou qui ont traversé ça, en vrai, tu vois. Je sais pas, parce que je pense que chaque relation... Enfin, je pense que là, toutes les émotions du deuil, on le vit. Après, c'est vrai que si on a un fond qui était pas terrible à la base... ouais, mais même, tu vois, sans être dépressif, diagnostiqué, etc., on peut passer par des états dépressifs profonds. Et c'est horrible, hein, quand tu y repenses, tu te dis, mais... Enfin, bon, évidemment, moi, j'ai fait le deuil de moi-même, entre guillemets, tu vois, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de compassion pour cette fille qui souffrait autant, tu vois. Et je pense que c'est important aussi. Tu vois, on parle du deuil affectif, mais même le deuil de sa souffrance, c'est important, je pense. Tu vois. Ouais. Là, ce jour-là, c'est vrai que c'était un peu particulier parce que je m'étais dit... j'appelle une psy qu'on m'a recommandée. Si elle décroche, je m'accroche. Si elle décroche pas, je descends. Et elle n'a pas décroché. Et je m'ai préparée psychologiquement à descendre. Mais descendre te foutre en l'air, quoi. Descendre me foutre en l'air, descendre dans la rue et me faire percuter littéralement par une voiture, par un bus, par une première voiture qui roule trop vite dans la rue, là, quand on est piéton, on dit « Ah putain, il y a la zone à 30, là !» Voilà. C'était un peu l'idée que j'avais en tête, parce que j'étais vraiment... en fait, en termes de sensations, c'est mais comme ça, si... excuse-moi, je te coupe, mais cette envie d'en finir, c'était pas uniquement dû à... Enfin, on va dire que ça c'est venu exacerber un mal-être qui était déjà là. Oui, c'est complètement... Ouais. Après, là, la rupture, en fait, en termes de sensations, c'est comme si la douleur, elle avait pris possession de chaque cellule de mon corps, que mon cœur était complètement mort.
Ouais. Pendant plusieurs mois, j'ai plus senti mon cœur battre. Et c'est une sensation qui est vraiment très perturbante. Alors là, vous dites, bah non, Alice, ton cœur battait. Oui, il battait. Mais en fait, médicalement, on m'a expliqué que quand on vit un traumatisme, il y a un petit cocktail chimique qui se passe et en fait, on n'a plus la sensation de son cœur. C'est ouf quand même. Des fois, j'allais courir en me disant, je vais faire monter le cardio pour le sentir. Je ne sentais pas. C'était horrible comme sensation. Putain. Donc, ce jour-là, en fait, j'étais tellement vide et habitée par une douleur qui était tellement forte. Et je voyais plus de sens, à tout ça. Et ouais, j'ai eu cette petite envie. Et puis, j'ai appelé, elle n'a pas décroché. Et finalement, elle a rappelé très rapidement. Dans la foulée. Dans la foulée, j'avais un rendez-vous dans l'après-midi, donc voilà. Merci à cette psy. Merci Chris, ma psy. Part, tu es encore parmi nous. Pour notre plus grand bonheur, sache-le. Après, en fait, je pense qu'on a été pris... En fait, on s'est connus très jeunes avec Angelo. Ouais. Et je pense qu'on a mis sous le tapis plein de choses et ça nous est arrivé en pleine gueule quand on était adultes. Et je pense qu'on n'a pas su le gérer non plus. C'est aussi tout le risque quand on se met en couple jeune comme ça, c'est qu'on évolue parfois différemment ou il y a aussi le fait que, je sais pas, vous ayez changé de région, que voilà, vous étiez un petit peu isolés, donc il y a une forme auto-renfermement, ou enfin voilà, tu vois. Ouais, et puis, il y a eu le Covid en plus, quand on s'est installé, donc on a... Après, socialement, c'est vrai qu'il y a eu une très grosse différence entre lui et moi. Ouais. Après, moi, mon travail était un peu éloigné de notre lieu de vie. C'était un choix qui avait été fait. Et du coup, je développais mon cercle social dans la région où je travaillais. Ouais. Et on va dire à Dijon. Voilà. J'habite à Dijon, si jamais vous voulez visiter. C'est une ville de caractère avec de la moutarde fine et forte. Donc socialement, en fait, c'est dur quand tu commences ta vie d'adulte, tu travailles, tu ne connais personne dans la région, commencer à travailler, à s'intégrer. En plus, quand tu as le Covid, quel enfer. Ouais. Donc, moi, je souffrais un peu d'être loin de mon travail, donc d'être loin de mon cercle social le week-end, quand tu peux sortir, quoi. Et de connaître personne. On connaissait quelques personnes, mais bon, c'est pas c'était pas une amitié forte qui avait été créée. C'était plus des connaissances que des amitiés. Il n'y avait pas une dynamique folle. Et puis, du coup, Angelo se qualifie plutôt de loup solitaire. Donc, c'était... moi, je souffrais de ne pas être avec ma meute c'est fou de parce Golden Retriever. C'est fou parce que, pour resituer un peu le contexte, moi, je t'ai connue via... je vous ai connu, Angelo et toi, via mon partenaire qui est l'ami d'enfance d'Angelo. Et quand on se voyait, tous les quatre en groupe, ça a toujours bien matché, etc. Mais moi, je pensais que c'était plus lui, le fêtard de votre couple. Je l'imaginais pas du tout loup solitaire, ou peut-être si dans son quotidien, mais sans plus, tu vois. Je pensais que c'était plus toi, en fait, qui était la louve solitaire, moins fêtarde, etc. Alors que pas du tout, quoi, au final. Donc c'est intéressant aussi de se rendre compte que même quand on connaît des gens, on les connaît pas forcément dans leur dynamisme de couple, en fait. Donc c'est marrant. C'est vrai que je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'on n'avait pas le même rythme là-dessus. Il y avait une frustration de pas avoir une grosse vie sociale. Et je l'exprimais parfois délicatement et parfois de manière indélicate. J'en suis encore désolée, Angelo. Je sais que c'était pas facile. J'en souffrais un peu. Et en fait, après le Covid, ça m'a fait... je pense que ça nous a un peu tous février d'une certaine manière. Clairement. Et moi, socialement, ça a été vraiment très dur parce qu'au travail, je me faisais harceler par ma collègue. J'avais une boule au ventre à chaque fois que j'allais travailler ou que... Alors, d'une certaine manière, le Covid, j'étais à distance d'elle, donc ça a été mieux, mais j'ai envisagé de démissionner. J'étais vraiment pas bien dans mon travail. Ouais. C'était
un peu dur par rapport à notre couple parce que Angelo, malgré tout, il continuait à se déplacer. Bon, il rentrait le soir, donc on se voyait, mais il était éclaté. Enfin, il faisait des journées pas possibles. Ouais. Donc, c'était dur socialement. Et puis, en fait, après le Covid, moi, j'ai un peu pété un câble. Je voulais sortir, je voulais vivre. Je respirer, voulais respirer. En fait, on s'était mis un peu dans une routine, lui et moi. Et en fait, là, vraiment, le Covid, j'ai souffert de ça. Donc, je me suis inscrite, j'ai testé des sports. Et puis, j'ai fini par trouver un club où j'ai trouvé ma meute de Golden Retriever, qui a eu son importance dans ma reconstruction après. Donc j'ai trouvé ma meute. Et du coup, en plus, je pense qu'on s'est bien trouvé avec ma meute parce qu'on était tous un peu, justement, on arrivait, on avait envie de sortir, de se découvrir. On sortait, un de mes amis, il sortait d'une relation pareil, il avait connu sa compagne, son ex-compagne, au lycée. Ah oui, un peu le même schéma. Même schéma, du coup, ouais. Mais voilà. Donc, il y avait tout ça. Et je sais plus pourquoi on en est venu à parler de la vie sociale, mais voilà. Ouais. On a fait une digression. C'était un bon fil conducteur. Écoute, je pense que ma question de base, c'était ce que ça avait mis en lumière. Donc, voilà. Ah ouais, sur nos envies, je pense que, ça... Il y avait ça, et j'avais ce désir d'avoir une vie sociale un peu plus riche. Et puis Angelo, moi, après, c'était mon point de vue, mais j'ai trouvé qu'il s'était un peu renfermé. Ouais. Parce que c'est vrai que quand je l'ai connu, il avait sa meute, sa meute de loups. Et c'est vrai qu'en déménageant dans cette région, mais après, il s'en plaignait pas. Ouais. Donc, c'était pas un problème pour lui, c'était un problème pour moi. Ouais. Effectivement. Alors, pour en revenir à la séparation et au deuil, à la reconstruction qui en a suivi, j'ai bien compris, tu as mis des choses en place pour aller mieux, mais est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as fait, comment, pourquoi Alors, ça a été assez long. En fait, donc il y a eu 2 mois après, j'ai commencé une thérapie qui a été, je crois, dès la première séance. Alors ça faisait longtemps qu'on m'avait recommandé quand même d'aller voir une psy par rapport à ce que j'avais mis sous le tapis. Mais en fait, je crois que c'est une chose de peut-être que certains ont déjà entendu, va voir une psy parce que là, voilà. Et en fait, de franchir le cap, je pense que c'est un autre niveau. Parce que le déclic, faut qu'il vienne de soi-même, en fait. Même si les gens te disent oui, ce serait bien que, tant que toi, t'es pas motivé à le faire, il se passera rien. Mon meilleur ami, c'est vrai que parfois, je me confiais quand même à lui, parce qu'il a une intelligence émotionnelle qui est assez forte. Et du coup, c'était un petit lieu pour moi où je pouvais me confier. Et en fait, lui, en rigolant, il fait « Mais Alice, mais il y a tout ce potentiel-là, un psy, il serait fou avec toi, et pourquoi gâcher tout ça ?» Du coup, j'ai eu ce déclic-là un jour et j'y suis allée. Et c'est vrai que dès la première séance, je ne savais pas quoi dire, parce que je débordais de tellement de choses. Et j'ai parlé de la rupture, c'est pourquoi... Tu consultais au départ, en tout cas. Non, je lui ai dit, je peut-être pas dit tout de suite que j'avais eu envie de me faire percuter, mais oui, en tout cas. Non, je crois que j'ai dû lui dire dès la première séance, parce qu'elle m'avait dit un truc qui m'avait un peu scotché. Elle m'a dit, oui, vous vouliez couper. Et j'étais là, c'est bizarre, parce que je viens de lui dire un truc qui a été dur pour moi de lui dire. Je m'étais dit, c'est un truc, avec un gros, gros dossier, parce qu'elle l'a dédramatisé. Elle l'a dédramatisé tout de suite. Ça permet aussi de désamorcer plein de choses, je pense. Ça m'a mis sur le cul, vraiment. J'étais là, genre, d'accord, ok. Je sais pas ce que ça veut dire, mais waouh. Petite claque. Big deal. Genre, petite claque dans la tête. Je pense qu'elle en a vu d'autres, quoi. Mais bon, je sais pas, c'est drôle. Mais du coup, je me suis pas arrêtée de bosser parce que je sentais que. Alors, c'est sûr, là, j'ai décrit tout à l'heure que j'étais bloquée dans mon ordi à rien faire. Ça, j'ai eu plein de journées comme ça. Mais en fait, le fait d'avoir un contact avec mes collègues, malgré tout, en fait, ça me donnait une raison de me le réveiller le matin. Quand j'étais en télétravail, je commençais à 9h, je me levais à 9h moins 5.
En fait, je me réveillais, je dormais pas. Oui, tu étais en télétravail. J'étais en télétravail. Okay. Ouais, en fait, j'ai eu toute une phase qui a été hyper dure. Où en fait, toutes les projections que j'avais avec Angelo, ça se réalisait dans mes rêves. Ok. Et c'était hyper violent parce que dans mes rêves, c'était très réaliste. Et quand je me réveillais, ça n'existait pas. Yeah, donc double peine, quoi. Donc tu te réveilles, t'es reface à ta souffrance et en plus, tu viens de faire un rêve trop cool et non, c'était pas vrai, quoi. C'était pas vrai et du coup, dès que je commençais à, je sais pas comment dire, avoir conscience du rêve, je me réveillais et je voulais plus me rendormir. Ok. Donc je faisais des nuits très très courtes et ça a duré assez longtemps. C'était un peu dur et en fait, je restais pendant des heures dans mon lit à regarder le vide, à me sentir extrêmement mal et je me suis dit, bon, là, il est 9h-5, je vais pouvoir parler à mes collègues. Ok. Ouais, c'était une façon de te rattacher un peu à la réalité aussi, peut-être. Et en fait, je me dis, si je me mets en arrêt, je plonge complet, en fait. Je suis plus là. Donc, il y a eu ça. Après, mes collègues, en fait, franchement, tout le monde a été vraiment super attentionné vis-à-vis de moi, vraiment d'un gros soutien. Mais parfois, c'était des toutes petites choses, ils se rendaient pas compte, mais c'était énorme. Ouais. Et le jour où j'ai... Angelo a craché le morceau, on va dire. Là, ça a été une nuit blanche. Le schéma, j'allume mon ordi, en fait. J'étais encore sous le choc. Et là, il s'avère que mon frère m'a appelé. Et du coup, j'étais sous le choc, donc j'ai tout balancé. Et en fait, il m'a réservé un billet de train pour 13h. Je crois qu'il était 11h du matin à ce moment-là. Pour 13h, j'ai fait ma valise, j'ai appelé mon directeur et j'ai dit là, je pars. Je sais pas quand je reviens. Ah ouais. Donc je pense en plus, ça devait être un peu déroutant. Et ça, c'était en mai. Enfin, je veux dire, c'était Ouais, c'est vrai que je suis en train de faire la chronologie, vous savez même pas. C'était au lendemain du coup de massue, quoi, c'est ça? Ouais, ça, en gros, je sais plus, Angelo, parce que du coup, on cohabitait ensemble. Et quand tu dis quand il a craché le morceau, quand t'as compris vraiment la raison c'est vrai que je contextualise pas du tout. Démerdez-vous les auditeurs pour essayer de comprendre. Vous avez qu'à rentrer dans ma tête, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait. Quand t'as compris qu'en gros il te quittait pour une autre, quoi, c'est ça? C'est ça. Enfin, voilà, qu'il a avoué. Du coup, c'est vrai que ça a été un deuxième. C'était Nagasaki. On a eu Hiroshima, puis après on a eu la deuxième petite bombe nucléaire qui est arrivée. C'est Nagasaki, je dis pas de conneries. Ok, super. Désolée pour les profs d'histoire si j'ai mal prononcé. Oui, il y a une deuxième bombe nucléaire dans mon cœur qui a été aussi dévastatrice que la première. Et je pensais pas que c'était possible parce que pour moi, mon cœur était déjà en cendres. Ouais. Mais apparemment, il restait encore une petite partie qui essayait de se débattre et qui a fini d'être anéantie à ce moment-là. Et donc, je suis partie dans le Périgord. Je suis allée voir les grottes de Lascaux. Je passais du temps avec ma famille, avec mon neveu et ma nièce. Et c'est vrai que les enfants, là-dessus, ils ont ce petit pouvoir. Ils sentent le truc. Et ils ont un amour très naïf, très, très réconfortant. Donc, ça a été une petite pause, on va dire. Puis je suis rentrée au bout de, je sais plus, une semaine, 10 jours. Parce qu'il fait bien que je rentre pour travailler quand même. Je suis rentrée, j'ai travaillé. Et après, pour m'en sortir, en fait, là, c'est vrai que c'est un peu flou pour moi, cette période-là. Je pense que au début, c'était très ambigu, en fait. J'étais beaucoup dans le rejet de mes parents. Qui voulaient me soutenir, qui voulaient être là. Mais j'étais beaucoup dans le rejet parce que, en fait, ils nous ont vu grandir avec Angelo. Et je pense, j'avais un rapport, du coup, avec mes parents qui a été très compliqué pendant un certain temps. J'étais beaucoup dans le rejet et j'étais dans le rejet de certains amis. Parce qu'en fait, le groupe d'amis communs, etc., quoi. C'est ça. En fait, on perd pas une personne, en fait. On perd pas son souvenir préféré. On perd tout, en fait. Ouais. Parce que on a grandi ensemble, donc on a grandi avec un groupe d'amis au lycée. Ouais, c'était ma question à venir. J'allais te demander qu'est-ce que cette séparation a impliqué
sur le plan matériel et aussi sur le plan privé, au niveau des familles, des amis, etc., quoi. Bah ouais, en fait, on doit faire 13 ans de relation. Je pense que vous imaginez bien qu'il y a énormément de liens qui se créent, que ça soit au niveau familial, surtout, enfin, une relation adolescente comme on a eu. Pardon, du coup, je pleure. Ça marche pas ta technique. Ouais, enfin, c'est un peu dur parce que, en fait, je disais qu'Angelo et moi, on a grandi ensemble, mais nos familles nous ont vu grandir. Ouais. Donc, il y a des liens qui sont très particuliers. Ouais, forcément, ouais. J'imagine. Ouais, bah en fait, naturellement, en fait, nos amis, ils ont été super. Hein, après, je pense qu'ils étaient aussi un peu sur le cul. Ouais. Franchement, tu vois, du coup, ça fait 5 ans que je vous connais et même moi, j'ai eu du mal à accepter cette nouvelle, tu vois. Donc j'imagine ceux qui vous connaissent depuis toujours, c'est compliqué aussi, tu vois. Et en fait, je pense que indirectement, on était un repère temporel. Complètement. Et c'est comme peut-être il y a une partie, tu vois, de ton enfance, de ton adolescence qui part. Ouais. Oui, c'est qui se vrai. brise, tu vois, je sais pas trop. Qui te met face au fait que t'es bel et bien adulte, en fait. C'est ça, et qu'on se prend nos problèmes d'adulte dans la gueule. Ouais. Donc, en fait, j'ai pris de la distance très rapidement avec ce groupe d'amis, parce que c'était très douloureux pour moi. En fait, je sais pas comment dire. Il y a une séparation qui se fait naturellement, je pense. Ouais. Par rapport aux affinités, par rapport à qui était ami en premier avec un tel. En tout cas, moi, j'avais cette idée dans la tête. Ouais, je pense que ça, c'est des idées un peu reçues, un peu convenues, etc. Mais je pense que justement, ce qu'il y a de bien dans le fait d'être adulte, c'est qu'il n'y a pas de parti à prendre, en fait. Tu vois ? Ça dépend pour le coup, des témoignages. Je vois, j'ai des amis, c'est ce qui leur est arrivé. C'était un peu dur. Il y a eu un choix qui s'est fait malgré tout, en fonction du contexte de la séparation. Ouais. Et je sais qu'il y a des gens qui sont tranchés sur certaines valeurs, entre guillemets. Je citerai pas de nom dans votre groupe, mais je sais qu'il y a une personne qui parle plus à Angelo, justement à cause de ça. Moi, En fait, j'avais pour objet d'avoir une petite conversation avec lui pour apaiser un peu le truc parce que... non, mais c'est pas à toi de le faire, en fait. Ouais, je sais bien, mais en fait, moi, ça me chagrine beaucoup parce que c'est pas ce que je souhaite, toi, qu'il y ait des amitiés brisées, c'est pas... Évidemment. En fait, ça, je l'ai pas dit. Moi, j'ai été énormément blessée par rapport à ça, mais... En fait, j'en veux pas à Angelo d'être tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Je lui en veux plus de pas avoir essayé d'avoir franchi le pas. Ça fait mal, hein. Bien sûr. Ça fait mal, bien sûr, mais moi, c'est plus le fait qu'on n'ait pas parlé, en fait. Qu'on n'ait pas travaillé un peu sur ça. Peut-être qu'on se serait séparés à terme, mais en fait, j'aurais vraiment souhaité qu'on fasse ce travail-là, lui et moi. Et pour moi, il n'y a pas eu de discussion et... Ça a été dur à avaler pour ça. Je le vois comme une fuite, mais après, j'entends qu'il y ait des sentiments, mais je le perçois comme une fuite. Ouais. Mais voilà. Et donc... Peut-être la peur de se mettre face justement à tout le travail qu'il y a à faire, tout ce qui a été mis sous le tapis pendant des années, qui représente peut-être une charge de travail psychologique, entre guillemets, trop lourde. Tu vois, la fuite, parfois, c'est une option aussi, quoi. Et c'est terrible, hein, mais peut-être que c'est ce qui l'a poussé à... En fait, tu vois, il a pris sa décision dans son coin. Après, je me souviens il a essayé de... j'ai des petits flashs là qui reviennent. Bien qu'il m'avait demandé si j'étais heureuse et je lui ai dit non, mais en fait, je pense qu'il avait mal posé sa question. J'étais pas malheureuse d'être avec lui, j'étais malheureuse tout court. Ouais. Pas malheureuse avec toi-même, quoi. Malheureuse avec moi-même. Et j'arrivais pas à identifier à ce moment-là pourquoi j'étais pas bien avec moi-même. Donc, bon. Non, je pense qu'il a essayé, en fait, tu vois, mais c'était timide. Ouais. Moi, je vois ça que... Je pense qu'il fallait creuser un peu plus, il fallait gratter. Ouais. Mais bon, je pense que c'est pas évident d'aborder ces sujets-là et on n'a pas tous la petite boîte à outils où on arrive à désamorcer la bombe qui est devant nous, qui menace d'exploser. Ouais. Je pense qu'il était un peu... En fait, il voyait une bombe
qu'elle explosait. Il avait une boîte à outils, mais il n'avait pas les bons outils, quoi. Ouais. Donc, dans ces cas-là, tu te barres. Effectivement. Non, j'avoue que après, pour le coup, en tant que personne qui a quitté des relations, ça n'a jamais été pour me mettre avec quelqu'un d'autre. Au contraire, c'était plus pour me retrouver moi, parce que justement, je trouve qu'on a tendance, ou en tout cas moi, j'ai eu tendance par le passé à m'oublier dans l'autre. Ou en tout cas à m'effacer en tant qu'entité individuelle, et je pense que beaucoup de couples souffrent de ça, tu vois. Et du coup il y a un moment où genre je me dis mais non, c'est pas ce que je veux, je m'en vais, tu vois. C'est marrant ce que tu dis, parce que ça, mes proches ils me l'ont beaucoup dit, que je m'étais vachement effacée, que j'étais devenue une Angélis, que j'étais plus en fait, il y a des amis avec qui j'avais pas parlé depuis des années. Pas parce que, on s'était juste éloignés, voilà, mais et ils ont repris contact quand ils ont appris la nouvelle. Et en fait, là, il y a les langues se sont vachement déliées. Et ils m'ont dit, mais que je m'étais vachement effacée, que j'étais plus la Alice qu'ils avaient connue. Alors après, de l'autre côté, je me dis, c'est normal, on évolue quand on s'est connus au lycée, on grandit, on évolue. Mais il y avait cette idée d'effacement et d'abandon de certaines choses. Et du coup, c'est vrai que je l'ai beaucoup soutenu dans certaines choses, peut-être au détriment de certains désirs. Je sais pas trop. Et je pense que c'est peut-être aussi son cas, tu vois, que lui, il a eu aussi le sentiment de peut-être pas, comme je te dis, de pas se sentir dans son entièreté en tant que personne individuelle, tu vois. Et donc, il a pris la fuite plutôt que de se dire, en fait, on peut rester ensemble tout en redevenant deux entités distinctes, tu vois. Après ça, seul lui sait. Le couple, moi, je le vois comme trois entités. Ouais, c'est ça. C'est toi en tant que toi, l'autre en tant que l'autre, et puis vous deux ensemble qui forment une autre. C'est ça. Sauf que dans l'équation, on a oublié deux entités. C'était nous-mêmes, je crois. Ouais, moi, clairement, c'est quelque chose que j'ai vécu par le passé, tu vois, et que justement, j'ai pas reproduit aujourd'hui. Encore que parfois, j'ai l'impression, c'est clair qu'en tant qu'entité individuelle, ça, je me suis pas du tout oubliée, mais par contre, dans certaines expressions de ma personne, je trouve que parfois, je m'oublie, dans le sens où, par exemple, je suis une grande voyageuse, et tout le monde dira que je voyage encore énormément, mais moi, je trouve pas assez. Et par exemple, ça fait longtemps que j'ai pas fait un voyage seul. Et c'était quelque chose que j'adorais faire. Et tu vois, là, j'en prends conscience. Je me dis, je vais peut-être le faire prochainement, parce que c'est quelque chose que je veux pas perdre, en fait. Et que lui détesterait que je perde juste parce que je m'oublie dans notre relation, tu vois. Ouais, mais moi, je vois, j'ai laissé de côté des passions. La photographie, le dessin. Des passions, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, des choses où je pouvais m'évader dans la création. Mais d'un autre côté, lui aussi, il a mis ça de côté. Parce qu'il a arrêté le beatbox. Le fameux qui t'a fait tomber amoureuse de lui. Franchement, vraiment, je l'ai jamais entendu faire du beatbox. En vrai, mais ça, j'ai jamais compris pourquoi il a arrêté, parce que déjà, à 17 ans, il avait un certain talent. Non, vraiment. Et puis, il jouait beaucoup de guitare quand je l'ai rencontré. Il a lâché ça. Après, des fois... Je savais même pas qu'il en faisait non plus, quoi. Ah non, mais... C'est ouf. Il en jouait vachement bien. Et il avait cette et il dessinait. Il dessinait des choses dingues. Et moi, je me souviens que je lui avais acheté un carnet de dessin, des crayons, je crois, pour qu'il poursuive un peu ce truc-là, parce que je trouvais pour l'encourager, quoi. Mais je sais pas pourquoi il explorait pas ça. Après, c'est un choix, mais je trouve que quand t'as quand t'es un peu... que ta créativité te pousse vers... que ce soit du dessin, de la musique ou autre, c'est une manière d'exprimer certaines choses que parfois tu n'arrives pas à exprimer par des mots. C'est vrai. Et en fait, c'est une manière de s'évader, un peu thérapeutique, un peu... Et il avait plus ça, tu vois. Je trouvais ça... Il avait perdu ce truc-là. Mais moi aussi, je l'ai perdu, tu vois. Bien sûr, mais tu sais, moi aussi, je l'ai perdu, ce truc, pour te rejoindre, vous rejoindre, en tout cas, dans l'expression de soi. J'ai toujours beaucoup écrit, dessiné, etc. Et j'ai perdu ça de vue pendant
je sais pas, 10 à quinzaine d'années. Et c'est revenu un jour comme ça, malgré moi, où j'étais en train de gribouiller. Je me suis dit, ah, mais c'est vrai que j'aime bien dessiner, enfin, de base. Puis j'étais en train d'écrire une pensée qui s'est transformée en poème. Et je me suis dit, ah, mais c'est vrai. Enfin, tu vois, j'avais vraiment oublié que j'étais ça, en fait, au départ. Et je pense que c'est des moments, enfin, cette période où carrément j'avais oublié que j'adorais ça et que ça me composait vraiment. C'est parce que je me suis perdu moi-même de vue, en fait. Et c'est même pas par rapport à une relation ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment un mal-être, en fait, qui prend tellement de place que même, enfin, il y a des gens qui, tu vois, qui vont mal, mais qui arrivent à rester dans l'expression de leur mal-être à travers l'art, et d'autres, justement, ça les en éloigne. Donc, et peut-être que c'est ce qui s'est passé dans son cas, dans le tien, dans le mien, et tout ça, tu vois. Ouais, je pense qu'on se laisse absorber par un quotidien et on s'oublie. Ouais, on oublie qu'il y a des choses tellement plus simples et plus belles à vivre, en fait. Mais tu vois, pour son dernier anniversaire, je lui ai offert une table de mixage. Parce que c'est une passion, tu vois, qui commençait un peu à naître en lui. Et je m'étais dit, bah... Alors, lui, tu vois, il dirait que... Parce qu'en fait, Angelo, j'ai jamais pu lui faire une surprise. Ouais. Et il a toujours réussi à deviner ce que j'allais lui offrir. Et même un coup, on s'est offert le même cadeau, lui et moi. C'était assez drôle. Mais ouais, non, du coup, il savait ce que j'allais lui offrir, ce qui était hyper énervant. Parce que quand t'as envie, tu vois, de surprendre l'autre... T'as pas envie. J'avoue que je suis un peu comme ça. Lui... Ah non, mais. Je suis un peu comme lui, hein. Je devine les trucs. Mais pourquoi pas se laisser surprendre? C'est fou, ça. Mais non, mais je cherche pas à deviner. C'est juste. C'est l'instinct, c'est le. D'accord, ok. Ouais, mais. Qu'est-ce que c'est agaçant. Carrément, une fois, j'ai rêvé d'une surprise qu'il allait me faire et c'était exactement ça, quoi. Vache. Ok. Tu vois. Donc, parfois, t'as des gens qui ont un instinct un peu plus. Non, mais lui, il était impressionnant là-dessus. Hein, parce que vraiment, en tout cas, de mon point de vue, parce que forcément, il l'a deviné, donc c'est clairement mon point de vue, je ne laissais transparaître aucune chose, quoi. Ouais. Même pas, tu sais, tu verras ce que je vais t'offrir. Non, rien du tout. Vraiment, je me taisais. En plus, le cadeau était même pas arrivé, donc il pouvait même pas voir dans une pièce de l'appart où c'était, quoi. Non, vraiment, il avait deviné. J'étais agacée. Tu m'étonnes. Enfin, je pense que c'était, indirectement un petit jeu, tu vois, pour lui. Mais alors moi, vraiment, ça me mettait hors de moi. Je crois que j'ai jamais pu lui faire une surprise. Enfin, peut-être, c'est arrivé en 13 ans, mais alors... Bon, en tout cas, c'était un peu pour le pousser à... Parce qu'Angelo, quand il faisait un truc, il le faisait à fond, quoi. Ouais. Quand il s'est mis dans son sport, il le faisait à fond. Mais quand je dis à fond, c'est-à-dire que, toi, il va regarder les exos de kiné, les complémentations qu'il faut avoir. Enfin, il va pousser le truc vachement loin. Et là-dessus, tu vois, il maîtrise le sujet, quoi. Il est très intelligent, très là-dessus, ouais. Il était impressionnant. Mais bon. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses que tu ferais différemment aujourd'hui par rapport à ta relation passée ou même dans une relation à venir? Waouh. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses que je ferais différemment. Mais c'est un peu difficile, tu vois, de revenir en arrière parce que moi, j'ai vécu des choses qui étaient dures. Et moi, c'est clair que j'aurais dû faire une thérapie avant. Ouais. Je pense que ça aurait été plus facile pour moi et pour Angelo. Peut-être que lui aussi. Ouais. Non, c'est un peu dur de dire ça, peut-être. Moi, je suis persuadée que tout le monde devrait en passer par là, en vrai. Donc, c'est pas insultant de dire ça, en vrai. En fait, il y a des choses qui met sous le tapis... Enfin, c'est mon point de vue. Hein, après, ça, c'est typique de l'être humain, hein, de manière générale, en vrai. Hein. Donc, En fait, je pense que lui et moi, on a mis beaucoup de choses sous le tapis sans les affronter. Et en fait, juste à un moment donné, il n'y a plus de place sous le tapis, donc ça déborde. Non, après... en fait, il y a des choses... Tu vois, par exemple, un truc qu'on aurait pu faire, si on avait fait un travail, c'était se rappeler un peu pourquoi on était tombés amoureux l'un de l'autre. Et là, du coup, j'ai déménagé. Ouais. Donc, je suis tombée sur une quantité de souvenirs que j'avais oubliés. Ouais. Et juste de se rappeler ça, ça aurait peut-être pu aider. Après, au-delà de ça, en fait, je sais pas si on avait les mêmes désirs, en fait. Enfin, en tout cas, c'était un décalage. Pour l'avenir, tu veux dire? Ouais, pour l'avenir. Même parfois, en termes de valeurs, peut-être qu'on s'éloignait aussi un petit peu. Ouais. J'étais un peu plus militante. Ok. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'avais.
Mhm. Et parfois, j'avais un peu envie de lui secouer le cocotier en me disant, mais il faut... Ouais, mais après, tes combats ne sont pas forcément les siens. Enfin, je veux dire, Oui, non, mais il y a des tu choses... peux avoir les mêmes combats, mais pas militer de la même façon, tu Ouais, vois. voilà, c'est ça. Mais en fait, parfois, j'ai l'impression qu'on était un peu en décalage par rapport à ça. Ouais. Et après, on débattait pas souvent de toi, des sujets de société et tout ça, ça me manquait beaucoup. Ok. Mais pas par... je sais pas trop pourquoi. J'avais un peu cette frustration aussi. En fait, j'ai l'impression que la communication était difficile, mais à tous les niveaux. Bah, en fait, on avait un peu notre manière de communiquer, Ouais, mais qu'on a perdu avec le temps, ouais, qui était assez drôle. ok. Et non, il était très touchant en soi. Enfin, Ah bah moi, c'est une personne que j'adore, hein, vraiment. Hein, donc, je suis là pour écouter ta version, hein, mais c'est sûr que, de toute façon, on a tous nos complexités, etc. Tu vois, même si je me considère comme une bonne communicante, je pense qu'il y a moi aussi des endroits où j'ai pas envie d'aller, tu vois. Donc, évidemment, quand une personne n'est pas forcément très bonne communicante, il y a encore plus d'endroits, tu vois, que tu as envie d'éviter, non, quoi. c'est vrai que c'était compliqué. Non, la communication, je pense que ça a été vraiment un gros problème. Mais non, il était non, il était chouette. Ouais. Bah, je Il me pense que faisait c'est des ce qui fait blagues. que... Ouais, non, il y a le truc des post-it, il me faisait des blagues pour mon anniversaire. En fait, je les ai gardées, tout ça, donc je suis retombée dessus, ça m'a fait rire parce que j'avais oublié. Ouais. Mais des trucs très bêtes. Mm. Puis on avait des petits rituels à la con qu'on a perdus avec le temps. Enfin, Ouais. je crois qu'il y a eu manque d'attention de sa part et de ma part. Ouais. Ouais. À un moment donné, quoi. Ou quand on a essayé de le faire, c'était maladroit, je pense. Mm. Donc, tu vois, et je pense que... j'y reviens encore, hein, mais tu vois, la communication, même quand tu fais les choses maladroitement, bah, parfois, il faut juste le souligner. Dire, bah, tu vois, là, j'ai voulu te faire un kiff, mais en fait, j'étais à côté. Enfin, moi, je suis vraiment comme ça, enfin, en tout cas, dans ma relation, après, avec d'autres formes de relations, que ce soit amicale, familiale, etc., je suis pas totalement tout le temps transparente et tout, mais avec mon partenaire, pour le coup, j'arrive, je crois, à dire peut-être 90% de ce que je pense au quotidien, quoi. Bah après, moi, j'ai été vraiment traversée par plein de choses qui ont été difficiles. Et puis, encore une fois, Ça m'a moi, je l'ai éteint. rencontré adulte. Ouais, oui, Post-thérapie, post-tout, en fait. Donc, évidemment que c'est même pas comparable, en vrai. Ouais, Mais, non, c'est différent, mais tu vois, je moi, le dis plus pour nos auditeurs, auditrices, que vraiment la communication, c'est pas juste un lieu commun de dire oui, c'est important. Non, c'est vraiment important. Non, c'est vraiment important. Je suis d'accord avec toi. Mm. Bah non, ouais, ça a été, je sais plus, j'ai perdu le fil du truc. Non, t'inquiète pas. Bon, soit c'était pas. Non, mais c'est vrai que moi, il y a des choses qui m'ont. Enfin, j'ai vécu des choses un peu dures et ouais, en fait, comme j'arrivais pas à le digérer, puis il y a la fatigue du quotidien, parce que du coup, mon travail était à 1h15 d'où on habitait. Ouais. Et au début, j'avais pas de télétravail. Donc, 5 jours par semaine. Après, j'ai réussi à négocier, puis 4, puis 3. Et en fait, moi, quand je rentrais le soir, j'étais morte parce que j'étais à 39 heures. Mais 39 heures, mon associatif, c'est plus. Le trajet, la route, le stress de la route, tout ça. Et puis après, tu rentres le soir. Pris dans une boucle compliquée aussi. Ouais, puis tu rentres le soir. Ah putain, les courses sont pas faites. Ouais, putain, c'est pas. Enfin, toi, il y a le moindre truc. Mentale. Ouais, en fait, quand t'es épuisé de ta journée de travail et que tu rentres et. Ben moi, ça me faisait vriller, en fait. Je devenais... Qui n'a pas vrillé, finalement? Moi-même, bonne communicante, j'ai déjà vrillé, et plus d'une fois. Et non, mais puis je vais pas dire, il faisait rien, hein, c'est faux. Parfois, c'était déséquilibré, parfois... Enfin, il y avait un équilibre, mais je pense que, tu sais, des fois, quand la charge de travail au boulot est tellement forte que t'es pas bien avec toi-même, le moindre truc, mais tu vrilles complet. Moi, ma mère me disait... Ouais, c'est la théorie des miettes sur la table. Tu sais que c'est les petits détails qui font vriller. Hein. Alors que, en fait, avant, quand t'es bien, tu t'en fous qu'il y ait des miettes sur la table, c'est pas grave. Ouais, mais tu sais, moi là où j'ai, encore une fois, post-thérapie, post-tout, post plein d'échecs amoureux et plein de choses
qui m'ont, entre guillemets, blessée, mais dont j'en suis ressortie, entre guillemets, très tôt dans ma relation, où je me disais, ok, lui, je sens que c'est le bon machin. J'ai interrogé ça chez moi, de qu'est-ce qu'il a aujourd'hui que j'adore, enfin que je kiffe, qui me dit ah c'est mignon machin, qui va me saouler dans quelques années, parce que je me connais, j'ai vécu des relations où ce que je kiffais au début a fini par me gonfler. Donc j'ai vraiment interrogé ça très tôt, et aussi je lui ai dit, tu vois, par exemple les chaussettes qui traînent au sol, je sais pas pour qu'est-ce qu'ils ont avec ça les mecs. Ouais, non, mais un jour, on va vous les faire bouffer, vos putains de chaussettes. Je le dis, parce que c'est pas possible. Et bref, en fait, très gentiment, je lui ai dit, écoute, tes chaussettes au sol, là, en fait, un jour, je vais plus t'aimer juste à cause de ça. Donc, soit tu prends l'info, soit tu la prends pas, mais sache qu'un jour, si je te quitte, ce sera en partie à cause de ça. Et il a arrêté. Voilà. Une menace gentille, mais une menace sincère. Parce que vraiment, c'est un truc qui peut me faire vriller. Et les choses qui traînent au sol, c'est vraiment un truc qui me rend folle. Ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que Barbara avait un couteau de 28 cm bien aiguisé. Non, mais vraiment, tu vois, après je lui ai dit, mais par contre, moi, je suis très ouverte au fait que si moi aussi j'ai des choses, où je fais des choses qui t'agacent, t'as le droit de me le dire. Tu vois, ah ouais. Surtout dis-le moi, parce que autant j'ai la critique facile, mais je sais la recevoir. Et comme je déteste la recevoir, je modifie tout de suite mon comportement. Tu vois, je sais pas, par exemple, je perds vraiment pas de cheveux. Enfin, par exemple, je suis pas quelqu'un qui perd ses cheveux. Mais si je me les brosse, évidemment qu'il va y avoir 1 ou 2 cheveux dans le lavabo, machin. Je sais pas, il me l'a dit une fois, mais plus jamais il a trouvé un cheveu qui traînait, tu vois. Voilà. Et donc je comprends pas comment les hommes, faut leur répéter continuellement, les choses, tu vois. Et donc je lui ai dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, et un jour je lui ai dit posément, écoute, ça va pas être possible, quoi. Et depuis, plus de problème. C'est vrai que là-dessus, sur ces détails-là, pour le coup, Angelo, je pourrais jamais lui... Ah non. Alors, pour le coup, Angelo est mon idéal de... Sur ça, on est d'accord. Maniaque. C'était peut-être même le contraire. Mais quoique des fois, c'était assez marrant parce que quand il se déplaçait, voilà, il partait 1 semaine et compagnie avec ses différents sacs, terrain, machin, cela. Et en fait, quand il rentrait, mais c'était un petit ouragan, quoi. Ouais. C'est vrai que j'avais oublié ce trait chez lui, mais c'est... Pour le coup, sur ça, il est à l'opposé de tout ce que j'ai pu connaître en termes d'homme, quoi. Hyper propre, qui range, machin, enfin bon. Ah mais non, justement, toi, quand il rentrait du taf... Oh, non, alors il ment. Non, il ment pas, mais en fait, si tu veux, je pense que là, c'est pareil. Moi, dans mes petites névroses, en gros, l'appart était rangé d'une certaine manière. Ouais. Et dès qu'il rentrait, qu'il posait tous ses sacs dans l'entrée... du coup, il y avait plein de trucs qui traînaient. Alors, en fait, en vrai, c'est normal, il est déjà venu chez lui. J'avoue que sur ça, moi, je suis tornade aussi. Hein. Non, mais en fait, en vrai, c'était ridicule, tu vois. Enfin, après, je pense pas lui avoir beaucoup reproché en soi. Peut-être. Là, il faudrait un making-of avec les commentaires d'Angelo qui arrivent. Alors, dans cette situation, je tiens à... tu vois, par exemple, ça me fait penser sur le reproche inversé, que par exemple... lui, quand on rentre de week-end, sa valise, il la défait immédiatement. Alors que moi, j'adore la laisser traîner, tu vois. Elle peut rester 1 semaine là avant que je la vide. Et il me l'a fait remarquer. Il m'a dit ça, c'est un truc que je déteste. T'es un peu comme Angelo, en fait, là-dessus. Hein. Mais on est pareil, on est maniaques, mais en même temps, on donne notre bordel à nous, mais pas celui des autres. Et du coup, j'ai rectifié ça, tu vois. Même si ça me coûte, quand je rentre maintenant, je vide ma valise. Dans les 24 heures. En fait, tu vois, là-dessus, je pense que ça m'embêtait pas au début. Ouais. Et quand ça a commencé à m'embêter, finalement, je pense que c'était symptôme que ça n'allait pas, tu vois. Ouais. Parce que pour que tu te concentres sur un détail comme ça, c'est que ça va pas. C'est qu'en fait, je pense que t'as aussi ce côté où tu te sens pas et entendu et envahi, en fait. Parce que c'est un espace qu'on partage. Ouais. Donc, si toi, tu fais l'effort de pas justement faire comme si t'es seul, si l'autre se comporte comme s'il est seul... C'est hyper bouffant, tu vois, psychologiquement, quoi. Sur des petits détails. Mais finalement, on s'éloigne du sujet. Finalement, je suis en train de recadrer le truc. Barbara, à la base, on ne parlait pas de ma relation. On avait dit, on parlera de ta reconstruction. Justement. Du Lady.
ma prochaine question, c'est justement, j'allais te demander où tu en es dans ta reconstruction. Mais je crois que je t'ai même pas répondu à la première, en fait, enfin celle d'avant. C'est-à-dire c'était pas un truc sur le matériel et comment c'est passé. Oui, ça c'était il y a quelques minutes déjà. T'as vu mais l'esquive, ça c'est du travail grave, de lobbyiste. Non, mais je peux te répondre rapidement. Attends, c'était quoi la question exacte? Celle-ci ou celle d'avant? Celle d'avant. Eh ben, écoute, celle d'avant, je te demandais qu'est-ce que ça avait impliqué. En fait, je t'ai demandé sur le plan matériel de la séparation et sur le plan privé. Le plan privé, t'as répondu. Ouais. Mais effectivement, le plan matériel, t'as un peu occulté. Le plan matériel, on a essayé d'être... Après, j'avais beaucoup de meubles qui étaient à moi. Donc, ce qui était à moi ou ce qui était à lui, voilà, chacun a pris ses affaires. Après, pour ce qu'on avait acheté en commun, on se l'est divisé. On se l'est divisé. Ouais. On a essayé d'être à peu près équitable. Ouais. Mais tout ce qui est les démarches... cet aspect-là. Pour le préciser, vous aviez donc acheté un appart, ça tu l'as dit un peu en intro, mais vous étiez pacsé aussi? On était pacsé, ouais. C'est vrai que c'est un peu cliché, mais grossièrement, la démarche administrative, c'est moi qui m'en occupais. C'est un peu cliché dans le sens, c'est la femme qui gère. Moi, je m'en suis emparée de ça. Après, j'ai pris une place où il y avait personne, en fait. Ouais. Angelo, j'ai essayé d'investir. J'avais créé une adresse, qui existe toujours d'ailleurs, mais j'avais créé une adresse mail pour nous deux. Ouais. Je lui ai mis les codes d'accès pour me dire, allez, tu vois, il y a ça qui est fait, c'est pour nous deux. Enfin, après, finalement, je pense que je ne l'avais pas forcément exprimé non plus. Donc, adresse mail pour gérer, en fait, dès qu'on avait des comptes, compte EDF, compte machin, pour que il puisse un peu s'emparer du truc, qu'il ait accès, en fait, qu'il n'y ait pas que moi qui ait accès à nos... pour la copro, par exemple, dans un immeuble, quand tu achètes... Nous, on avait un syndicat qui va gérer. Là, je suis en train de perdre tout le monde. Non, mais en fait, ce que j'allais dire sur le fait de gérer l'admin et tout, alors oui, c'est cliché que la femme gère, mais en fait, je pense que c'est surtout que dans un couple, il y en a toujours un seul qui gère. Enfin, je sais pas, mais par exemple, moi, je sais que clairement, c'est moi qui gère ça, mais parce que lui, il a une phobie administrative pas possible, et moi, j'adore ça. Donc, j'adore ça. Quand ça me concerne, aider les autres, par exemple, ça me met une fatigue immense directe. Mais gérer mes propres trucs ou les trucs par exemple, tu vois, s'il a un train à prendre, c'est moi qui lui vais lui réserver, parce que ça me dérange pas du tout de le faire. Alors que, mais vraiment, là, pour le coup, tu vois, je sais mettre mes limites, mais vraiment, ça me gêne pas. Tu vois. Et il y a un truc même presque ludique, c'est vraiment bizarre, mais moi c'est un truc qui me gêne vraiment pas. Quand t'étais petite, t'avais tu sais les petits jeux comme la ménagère ou comme le petit bébé, on t'a appris, tu sais, t'avais un petit jeu de bureau, la secrétaire parfaite, et puis t'apprenais à remplir les documents. Je veux le formulaire B412. Ouais, super, j'adore celui-là, il est hyper complexe. Non, mais après je pense que très tôt, tu vois, j'ai aidé ma mère à gérer trier ses papiers, tu vois, faire son administration et tout. C'est un truc qui m'a toujours botté, entre guillemets. En gros, ta mère en a fait un jeu. Elle a dit, viens, Barbara, non, c'était juste parce que ma mère, elle était totalement comme Sacha, et que moi, je lui ai dit, attends, c'est pas possible d'avoir une montagne de papier comme ça. Donc c'est toi qui as fait la maman, finalement. Ouais, totalement. Parce que c'est un truc, voilà, de ranger les trucs, chez moi, tu vois, tous mes papiers, ils sont rangés, tac, 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 par pochette, avec le nom, le machin, le truc. Enfin bref, j'ai toujours été quelqu'un d'organisé. Et bref, je sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, que donc du coup, dans un couple, tu vois, j'en parlais avec une copine, et elle, pour le coup, c'est son mec qui est comme ça. Et elle, elle est totalement... moi, tu vois, je pense pas que ni lui ni moi, on soit passionné administratif. Quand on a acheté l'appart, on l'a confié à un courtier, parce que moi, justement, je voulais clairement pas gérer toutes les démarches administratives. C'est hyper lourd. Enfin, en tout cas, pour quelqu'un qui est pas teuteux de l'administratif, c'est super lourd d'achat d'un appartement, parce que il faut que tu cherches la banque, l'assurance prêt. Enfin, faut que tu arrives à trouver le truc qui va être à ton avantage. Puis dis-toi quel type d'assurance, quel machin. Enfin, c'est long en fait. Et puis il faut bien caler les rendez-vous. Et du coup, tu as le courtier qui fait ça pour toi. En plus, il te fait faire des économies. Alors oui, tu le payes, mais comme il te fait faire des économies, t'es gagnant. Donc, bref, du coup, toi, cet aspect-là, administratif, on l'a pas géré. Ouais. Et par contre, tout ce qui est gestion de la part, de la copro, tout ça, les AG, c'est moi qui me les suis tapé. Et
Par contre, ça, tu vois, typiquement, flemme de ouf, quoi. Les AG, les machins comme ça. C'est inutile au grave possible. Pas mon délire, quoi. Mais moi, j'essaie de défendre, tu vois. Avec 2 lampadaires là, sur le parking qui étaient allumés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est chercher des billets de train, des billets d'avion. Bon, gérer mon admin à moi. Mais après, tous les trucs annexes où il faut parler avec des gens, aller s'asseoir, machin. Mais ça me met la flemme immédiatement, quoi. Par contre, tu vois, genre, faut que j'envoie, je sais pas, une feuille de soins ou que j'aille payer un truc là-bas et tout ça, ça me gêne pas, bizarrement. Enfin, tu vois, tous les trucs comme après, ça. Après, on avait notre organisation là-dessus, tu vois, pour. Bien sûr, toi, je le consultais avant d'aller en AG et compagnie, mais. Non, mais après, c'est vrai que l'administratif, c'était quand même essentiellement moi. Après, pour la séparation, moi, j'ai eu un gros blocage, hein. Je voulais pas. En même temps, oui. Parce que ça concrétisait la séparation, donc moi j'ai eu du mal. Et puis j'ai envie de dire que c'est l'être qui part qui est censé gérer ça, parce que c'est quand même lourd, quoi. Enfin, en théorie, hein, bien sûr. Déjà, ouais, tu vois, l'annonce de la séparation, c'est essentiellement moi qui l'ai faite, et c'était un peu douloureux. Et après. J'ai mis du temps. C'est ma psy qui m'a botté le cul et qui m'a dit faut y aller. Donc j'y suis allée. Mais ouais, pour l'administratif, pour le DEPAX, ça a été un peu dur. Ouais. Mais c'était pas moi l'initiative. Enfin, j'étais d'accord avec le principe, mais j'étais pas à l'initiative en tout cas de ça. Et après, pour tout ce qui était prise de rendez-vous chez le notaire, chez la banque, c'était plutôt moi. Et puis, la vente de l'appartement, au début, c'était lui parce que je m'étais dit, c'est lui qui part, donc il a qu'à gérer. Moi, j'ai géré pendant 2 ans tout ça, go. Puis, finalement, j'ai eu un regain d'énergie et j'ai pris la suite. Ouais, je pense que c'était aussi important pour toi de poser un acte pour démarrer ta reconstruction, quoi. Ouais, mais ça, c'est un peu grâce à la thérapie. Après, la reconstruction, elle a été... du coup, je parlais tout à l'heure de mon ami qui a vécu la même chose que moi. Ouais. Il a été d'un énorme soutien. Ouais. Oui, il a été d'un énorme soutien. Au début, j'avais un peu de mal à aller vers lui pour parler de tout ça. Et puis, en fait, à un moment donné, ça débordait. Donc, je posais plein de questions. Est-ce que c'est normal de ressentir ça à tel moment ? Parce que lui, il en était déjà ressorti de ce truc-là. Ouais, okay. Puis là, il avait déjà rencontré quelqu'un d'autre. Voilà, donc... il pouvait t'en parler avec beaucoup de distance. Ouais, bien sûr. Puis, il avait fait une thérapie. Donc, il avait aussi... ils avaient fait une thérapie de couple. Hein. Eux, ils avaient... bon, après, je suis pas convaincue par la thérapie de couple. Bon, c'est un autre sujet. Ouais. Pour moi, c'est bien que tu fasses une thérapie. Tu sais, c'est comme le couple T3. Donc, peut-être chacun de son côté. Et puis, effectivement, une séance à 2. Mais faire qu'une séance à 2, finalement, je sais pas. Bon, je suis d'accord avec ça, avec cette idée. Autant la thérapie de couple, dans l'idée, me dérange pas du tout. Autant, je pense que c'est important quand même d'avoir une thérapie individuelle en amont ou pas en même temps. Voilà, mais bon, écoute, on va marquer une pause là, parce que ça fait déjà un petit peu plus d'1 heure qu'on parle. Donc, on va diviser l'épisode en 2 parties pour soulager nos auditeurs et auditrices. Merci de nous avoir écoutés jusque-là et je vous dis à tout de suite pour la suite. Nous arrivons à la fin de la première partie de cet épisode. J'espère que celle-ci vous a plu. En attendant, je vous invite à liker, commenter, partager et à laisser des petites étoiles pour nous donner de la force. Merci de votre écoute et à tout de suite.